Le concept de Sud global s'est imposé dans le débat géopolitique. Il reste cependant un concept flou, rarement défini. Dans quel contexte cette notion s'inscrit-elle? À quoi le Sud global fait-il référence? Correspond-il à une réalité géopolitique tangible? Élément de réponse dans cette vidéo. En pleine guerre froide et en relation avec les premiers mouvements de décolonisation, l'Indonésie organise en avril 1955 la conférence de Bandung, qui réunit 29 pays asiatiques, proches orientaux et africains, rassemblés autour de la volonté commune d'émancipation vis-à-vis des puissances industrialisées. La notion de tiers-monde a été théorisée par le démographe français Alfred Sauvy en 1952 pour catégoriser ceux qui n'appartiennent ni au premier monde, les pays occidentaux, ni au deuxième, les pays communistes socialistes qui sont tous les deux industrialisés. C'est une référence explicite aux tiers-États français, dans une vision dépréciative, pour qualifier les pays colonisés ou considérés comme sous-développés. En 1961 se tient la conférence de Belgrade, organisée par les leaders yougoslaves, égyptiens et indiens, Tito, Nasser et Nehru. Elle donne naissance au mouvement dit des non-alignés, qui refusent d'être attachés à l'un des deux blocs dans la confrontation soviéto-américaine. La conférence de Belgrade permet de faire jonction entre la région afro-asiatique et latino-américaine dans un mouvement désormais intercontinental. À partir des années 80, les bouleversements économiques, l'internationalisation des échanges et l'achèvement du processus de décolonisation ont contribué à effacer l'idée de tiers-monde. De nouvelles catégorisations économiques sont venues supplanter ce terme, dont celle de pays en voie de développement, par opposition aux pays dits développés. En 1980, l'ONU publie un rapport rédigé par Willy Brandt, l'ancien chancelier ouest-allemand, intitulé Nord-Sud, un programme de survie, qui vient distinguer sur la base du PIB les pays les plus riches des plus pauvres. Au sein de l'ONU, le groupe d'États du G77, fondé en 1964, regroupe 134 États et se veut être le relais des intérêts économiques collectifs des pays du Sud. Le tiers-monde qui, dans les années 60-70, définissait tous les pays du Sud qui avaient grosso modo un PIB de 200 $ par an et par habitant, cette notion va éclater parce que certains vont s'industrialiser, d'autres vont rester dans la misère et d'autres vont exploiter leurs ressources naturelles. Le tiers-monde était uni, il va devenir diversifié. Le concept de pays émergent a quant à lui été utilisé à partir des années 90 pour désigner les pays en développement disposant d'un potentiel économique significatif. L'émergence fait alors référence au processus d'intégration à l'économie et au capitalisme mondialisé. L'ONU distingue également les pays dits les moins avancés qui restent en marge de ce développement. Le terme de Sud global, Global South en anglais, a été utilisé pour la première fois en 1969 par l'universitaire américain Carl Oglesby dans le cadre de la guerre du Vietnam, symbole manifeste selon lui de la domination du Nord sur le Sud global. Mais il a véritablement commencé à être utilisé dans le domaine académique à la toute fin des années 90. Au moment même où le monde occidental croit triompher par l'implosion de l'Union soviétique, par la disparition de la menace de l'Est, les Occidentaux ne voient pas que se lève le Sud. Ils ne voient pas que le Sud émerge et que ces pays viennent mettre fin au monopole occidental sur la puissance. Ce monopole avait duré 5 siècles à partir de la conquête par l'Europe du reste du monde. Le monde bipolaire a duré 4 ou 5 décennies, la domination occidentale sur le monde a duré 5 siècles. Et donc, il n'est pas étonnant que les Occidentaux aient du mal à se débarrasser de ce regard dominant sur le Sud qui, en imitant les méthodes du monde occidental, ouverture des marchés, éducation, capitalisme, s'est développé, a émergé et vient maintenant se confronter à la domination du monde occidental. Le conflit en Ukraine a servi de catalyseur ou de révélateur de cette fracture entre États occidentaux et ce Sud global. Alors que tous les pays occidentaux ont pris des sanctions à l'égard de la Russie suite à l'agression sur l'Ukraine, les pays du Sud vont refuser de le faire. Certains vont condamner l'agression russe dans un vote à l'ONU, d'autres vont s'abstenir, mais il y a vraiment une coupure entre les Occidentaux qui ont tous condamné et pris des sanctions à l'égard de Poutine et les pays du Sud qui n'en ont pas pris. En effet, tous ces pays ont en mémoire commune l'historique de la colonisation et de la domination occidentale qu'ils critiquent. Le terme de sanction leur paraît un concept occidental dont ils ont subi les conséquences auparavant. Ils critiquent aussi le deux poids deux mesures des puissances occidentales qui prônent l'universalisme de certaines valeurs tout en les appliquant à géométrie variable. Indépendants, ils veulent devenir souverains. La notion de Sud global reposerait ainsi sur ce sentiment partagé d'une remise en cause d'un ordre international dominé et déterminé par les Occidentaux.
Mais cette notion reste contestée, notamment parce qu'elle rassemble sous une seule appellation un ensemble de pays aux réalités économiques, politiques et géopolitiques très différentes. Le Sud global rassemble autant des États parmi les plus riches de la planète que les pays les plus pauvres, des démocraties, parfaites ou imparfaites, et des dictatures sanguinaires, des États qui cherchent à conserver des relations nourries et fructueuses avec le monde occidental, et d'autres qui sont en conversation frontale avec ce dernier. Au Proche-Orient, les réalités sont diverses. Les monarchies du Golfe ont connu un développement économique spectaculaire grâce à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, permettant une modernisation fulgurante et une influence renforcée sur la scène internationale. Cependant, ce développement économique ne s'est pas accompagné d'une démocratisation, la plupart des pays de la région restant tenus par des pouvoirs monarchiques quasi absolus. Initialement proches des États-Unis et de l'Occident sur le plan stratégique, ces États jouent désormais sur différents tableaux pour sortir d'une relation exclusive avec les Occidentaux et en particulier avec Washington. Pour sa part, la République islamique d'Iran est au contraire dans une position de confrontation frontale avec les Occidentaux. La Turquie, démocratie soumise à la dérive autoritaire de son président Erdogan, proche des Occidentaux sur le plan stratégique parce que membre de l'OTAN et toujours officiellement candidate à l'Union européenne, joue un jeu d'équilibriste pour s'assurer de nouveaux débouchés économiques et stratégiques. La proximité stratégique avec les États-Unis est aussi une réalité pour de nombreux États d'Asie du Sud-Est, qui étaient les alliés de Washington pendant la guerre au Vietnam. Depuis, ils ont nourri aussi des relations avec la Chine, mais ils ont peur de cet influent voisin chinois. Et ces États ont connu un développement économique rapide depuis les années 90-2000 en suivant le modèle de développement d'autres puissances asiatiques, Corée, Taïwan. Là aussi, une augmentation rapide du niveau de vie dans ces États ne s'est pas nécessairement traduite par une démocratisation des régimes. Si l'Indonésie, la Malaisie ou les Philippines sont des démocraties qui pratiquent des élections libres, le Vietnam reste dirigé d'une main de fer par le Parti communiste. Ces pays jouent un jeu d'équilibrisme entre Washington et Pékin. Si l'Amérique latine connaît de nombreux régimes démocratiques, les réalités économiques et stratégiques diffèrent. Dans l'ensemble, la région reste fortement dépendante d'exportations de matières premières, les rendant vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux. Traditionnellement considérés comme l'arrière-cour des États-Unis, de nombreux pays de la région cherchent depuis longtemps à sortir d'une relation de dépendance unique avec Washington, avec plus ou moins de succès. Le Mexique, par exemple, voit 80% de ses exportations aller vers les États-Unis, ce qui l'empêche d'avoir une rupture stratégique trop importante, mais veut néanmoins être indépendant des États-Unis. Mais globalement, la doctrine Monroe est morte et l'Amérique latine a développé des relations, notamment avec la Chine et d'autres puissances, qui les font sortir d'une dépendance unique à l'égard de Washington. Le continent africain se distingue par une grande diversité économique et politique. Là aussi, la dépendance aux exportations de matières premières reste une réalité pour de nombreux États du continent. Le niveau de pauvreté reste le principal défi. L'Afrique concentre 33 des 46 pays les moins avancés au monde. Le continent reste traversé par des conflits armés et connaît un niveau de démocratisation très inégal et en recul sur la période récente. Au sein de cet ensemble hétérogène qu'est le Sud global, différentes catégories se dessinent dans leurs relations avec les États occidentaux. La plupart des pays, dans une logique de multi-alignement, ce qui signifie un nouveau non-alignement, coopèrent avec les Occidentaux en fonction des dossiers. Ils diversifient leurs relations afin de préserver leur autonomie stratégique et maximiser leurs avantages économiques. C'est le cas du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite et de l'Indonésie, la plupart des grands pays émergents du Sud. Ces pays, tout en ayant de bonnes relations avec Washington, ont également des relations nourries tant avec la Russie qu'avec la Chine. D'autres sont en désaccord et en confrontation frontale avec les Occidentaux. C'est le cas bien sûr de la Russie, même si ce n'est pas vraiment un pays du Sud, mais c'est également le cas de l'Iran, du Venezuela, de Cuba, de la Corée du Nord et de quelques autres pays de ce type. La Chine est un cas à part. Elle est candidate à la place de numéro 1 mondial, et donc en confrontation sur ce point avec les États-Unis. C'est le fameux piège de Thucydides, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur ce point, mais elle veut garder des bonnes relations avec les pays occidentaux en général, y compris les États-Unis, qui sont nécessaires pour son développement économique. Donc elle est à la fois en confrontation et en coopération. La montée en puissance de certains pays leur a permis d'acquérir un véritable poids sur la scène internationale. La création du G20 à la fin des années 2000 reflète justement cette évolution. Mais c'est surtout autour de la création des BRICS qu'acte ce phénomène d'émergence.
Structuré à compter de 2009 autour du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, rejoint en 2011 par l'Afrique du Sud, le groupe représente une véritable alternative à d'autres organisations, notamment le G7, marqué par l'empreinte occidentale. Il se fixe d'ailleurs comme objectif de repenser l'ordre économique international pour mieux prendre en compte les intérêts des États émergents. En 2024, ce club restreint connaît son premier élargissement. Aujourd'hui, 10 États composent donc les BRICS+, après l'admission de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, des Émirats arabes unis, plus récemment de l'Indonésie, et l'Arabie saoudite est un pied dedans, un pied dehors. Près d'une quarantaine de pays auraient ainsi exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. Le fait qu'en octobre 2024, lors du sommet des BRICS à Kazan en Russie, les leaders des États membres se soient réunis autour de Vladimir Poutine, malgré la poursuite de la guerre en Ukraine et sa condamnation par la Cour pénale internationale, souligne la prise de distance grandissante avec les Occidentaux. L'émergence en tant que puissance des pays du Sud global s'est également traduite sur la scène diplomatique. En 2023, la Chine figurait ainsi au premier rang des réseaux diplomatiques mondiaux avec 274 représentations dans le monde, suivi de près par la Turquie en troisième position. Cela se traduit également par une attitude proactive sur les conflits contemporains. L'Afrique du Sud a par exemple joué un rôle capital auprès de la Cour internationale de justice pour dénoncer les actions d'Israël dans la bande de Gaza. Faisant figure de leader moral, Pretoria, rejoint par 15 autres pays, notamment latino-américains, a ainsi lancé une procédure contre l'État hébreu en décembre 2023 concernant la situation à Gaza au nom de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La plupart des pays du Sud global condamnent les bombardements israéliens sur Gaza, voudraient que des sanctions soient prises sur Israël, en disant que si des sanctions étaient prises contre la Russie, il serait normal également d'en prendre contre Israël. Face à un Occident moins crédible sur la scène internationale, plusieurs puissances émergentes ont pu s'affirmer comme d'importants médiateurs. Déjà en 2010, le Brésil et la Turquie s'étaient proposés en médiateurs entre les pays occidentaux et Téhéran sur la question du programme nucléaire iranien. Les États du Proche-Orient, en premier le Qatar, ont adopté cette posture de facilitateur de négociations entre les parties belligérantes. C'est à Doha qu'ont eu lieu les négociations entre Washington et les talibans dans le cadre du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. L'Arabie saoudite s'est illustrée par l'accueil de délégations américaines, russes puis ukrainiennes pour tenter d'amorcer un accord de paix entre Kiev et Moscou. C'est sous l'égide de la Chine qu'a eu lieu la réconciliation diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite au printemps 2023. La Turquie, de son côté, a été à l'œuvre pour l'obtention et le renouvellement d'un accord sur l'exportation de céréales entre la Russie et l'Ukraine, et la Turquie sert de lieu de négociation entre Russes et Ukrainiens pour obtenir un accord de cessez-le-feu. Cette nouvelle dynamique traduit donc une recomposition de l'ordre international et de ses acteurs clés. Surtout, elle est le reflet d'une stratégie diplomatique propre de certaines puissances du Sud, capables à la fois de parler avec les autres pays du Sud et les Occidentaux. La structuration de ces nouveaux pôles de puissance s'illustre également par un renforcement des collaborations entre États non occidentaux, notamment en vue de sortir de relations exclusives avec l'Occident. Ainsi, malgré les sanctions occidentales contre la Russie après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Inde a renforcé ses relations commerciales avec Moscou. Pour contourner l'utilisation du dollar, les dirigeants des deux pays ont favorisé les transactions en roupies indiennes. L'Arabie saoudite et la Chine cherchent également à privilégier leur monnaie dans les échanges bilatéraux. Plus généralement, ces collaborations s'illustrent par une intensification de la coopération Sud-Sud. Le commerce entre États du Sud s'est largement intensifié, représentant 21% des échanges mondiaux en 2022. Si les États qui composent ce Sud global convergent dans leur volonté de remettre en question l'ordre international, ils témoignent d'intérêts régulièrement divergents. Beaucoup mettent en œuvre des politiques étrangères que l'on peut qualifier d'opportunistes, d'abord dictées par l'intérêt national. Cela se traduit par un multi-alignement, initialement théorisé par l'Inde de Narendra Modi, mais suivi par d'autres pays. Alliances et confrontations se font au gré des rapports de force et des intérêts du moment. Ainsi, certains pays se livrent à une bataille du leadership pour tenter de s'imposer comme LA référence du Sud global. Un des exemples les plus probants est le cas de l'Inde, organisateur du Voice of Global South Summit à 3 reprises entre 2023 et 2024. Un tel événement lui permet de s'ériger en porte-drapeau du Sud global. New Delhi vient ainsi concurrencer les ambitions de son rival et voisin chinois, qui voit également dans le Conseil du Sud global un moyen d'asseoir son influence sur une large partie de la planète, toujours dans un but de confrontation avec Washington. Cette rivalité se matérialise sur le terrain, en particulier sur le continent africain. L'Inde et la Chine luttent pour étendre leur influence respective en Afrique en y multipliant leur relais d'influence.
New Delhi a ainsi ouvert 18 nouvelles ambassades en Afrique entre 2012 et 2022, tandis que Pékin multiplie les projets d'investissement, notamment dans le cadre des nouvelles routes de la soie, et s'est ainsi largement imposé comme premier partenaire commercial du continent, sans parler de la multiplication des instituts Confucius. La Russie, désormais en rupture durable avec les puissances occidentales, du moins européennes, voit également dans le Sud global un levier essentiel pour poursuivre sa quête de puissance. Elle instrumentalise cette notion qu'elle rebaptise majorité mondiale afin d'accroître son influence en soulignant que l'Occident n'est qu'une minorité démographique, autrefois puissance coloniale. Sa doctrine de politique étrangère vise à dénoncer les valeurs et le néo-impérialisme de l'Occident, tout en cherchant à s'assurer des partenaires pour contourner les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine. La présence de 24 chefs d'État ou de représentants étrangers aux célébrations du 9 mai 2025 à Moscou, parmi lesquels Xi Jinping, Lula, ainsi que 3 dirigeants européens, s'inscrit dans cette stratégie. Ainsi, le Sud global, en rassemblant des États et puissances aux profils et intérêts différents et parfois concurrents, se retrouve lui aussi être un catalyseur de rivalité. On constate que la volonté commune de remise en cause de la domination occidentale pourrait déboucher sur de nouvelles dominations si certaines puissances continuent de chercher à s'accaparer les bénéfices de l'émergence. L'Inde se présente désormais comme une alternative à la Chine, là où la Chine se présentait comme une alternative aux Occidentaux. Dans ce contexte de rivalité entre grandes puissances, de nombreux pays du Sud global peinent à trouver leur place. Le concept de Sud global rassemble ainsi des pays aux intérêts et aux réalités hétérogènes. Il se veut être le réceptacle d'une vision commune de ce que ne doit plus être l'ordre international. Mais la manipulation de cette notion au profit d'intérêts de certaines puissances ne permet pas d'affirmer clairement une nouvelle proposition unanime d'un ordre mondial alternatif. Ce concept de Sud global est refusé par certains occidentalistes, c'est néanmoins une réalité. La France pourrait avoir un rôle à jouer de pont entre le monde occidental et le Sud global, si elle voulait prendre des initiatives en ce sens. En tous les cas, il est certain que ces pays sont trop hétérogènes pour avoir réellement un projet commun. Ils ont en tout cas un rejet commun, c'est le monde dominé par l'Occident qui leur paraît être une étape historique dépassée.